Alors je rappelle qu'on est dans le cadre de notre deuxième partie de cette journée d'études consacrée à la problématique de l'exil, de la migration et de la façon de pouvoir la théoriser ou de la fictionnaliser. Donc c'est la séance, la deuxième, errance et exil et exiguïté sur la scène internationale. Alors, ça va être un plaisir pour moi de présenter Nathalie Batravi, qui va nous présenter sa communication qui porte sur l'envers de la migration, la résistance et la survie face à l'isolement dans À vol d'ombre de Jacqueline Baugé. Petite présentation donc de Nathalie. Nathalie Batravi prépare actuellement une thèse en littérature française à l'université Yale. Elle y examine notamment les œuvres d'écrivains haïtiens et d'intellectuels qui publiaient en Haïti pendant le régime de François Duvalier, 1957-1971, et qui ont réagi à la pensée noiriste et communiste en développant un discours sur l'isolement. Nathalie travaille également sur la littérature et la théorie des Caraïbes, du Québec et de la France, avec une attention particulière portée à l'anticolonialisme, la race, la question ethnique, la classe, le genre, la migration et la poétique. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc j'ai changé le titre de ma communication d'aujourd'hui, j'ai changé un peu le sujet. Je serais contente par la suite de revenir sur cette idée de l'envers de la migration, si vous voulez. Je fais partie de mon travail sur cette période, mais j'ai choisi une optique un peu différente. Donc le titre cette fois-ci est L'exil intérieur et la marginalisation économique dans À vol d'ombre de Jacqueline Baugé, toujours. Donc, je commence. Dans son livre « Les racines historiques de l'État duvalierien », l'historien et anthropologue Michel Rolph-Trouillot soutient que, et je cite, « À toute fin pratique, le paysan haïtien était aussi loin des autres classes du pays qu'Haïti elle-même était isolée du reste du monde. » Fin de la citation. Dans la traduction anglaise du livre, une deuxième édition, en quelque sorte, intitulée Haiti, State Against Nation, The Origins and Legacy of Duvalierism, Trouillot développe cette analyse en soulignant qu'en créole haïtien, les paysans sont désignés par l'expression Moun Andéa, qui signifie littéralement les gens de l'extérieur. Depuis l'époque de Saint-Domingue, les classes populaires haïtiennes vivent une marginalisation spatiale et économique. Ils sont relégués aux marges de la nation, maintenus, pour ainsi dire, en DA, à l'extérieur des sphères du pouvoir et des concentrations du capital. Dans son livre Exile and Post-1945 Haitian Literature, Alexis Depestre, Olivier Laferrière d'Antica, Martin Monroe maintenait que « Such is the desire to leave Haiti, that one is tempted to say that the only place that the people have ever inhabited is that of exile, that the Haitian people are rooted in uprootedness, and that to be Haitian is to be in exile. » Or, les notions d'exil et d'exiguïté ne peuvent exister à l'extérieur de considérations de classe, de race, de genre, c'est-à-dire à l'extérieur des formes sociales de marginalisation. Il s'agira donc dans cette présentation de développer les notions d'exil et d'exiguïté, dans une certaine mesure, en fonction de la classe sociale en Haïti et en relation avec le capitalisme mondial et l'impérialisme nord-américain. J'entends donc avec une discontiguïté. J'entends démontrer comment ces préoccupations se trouvent au cœur d'À vol d'ombre, un recueil publié par la poétesse Jacqueline Baugé en Haïti en 1966. À vol d'ombre met donc en scène la marginalisation politique et économique des classes populaires haïtiennes à travers des représentations de l'isolement spatial dans le paysage haïtien et plus largement de l'impossibilité de la rencontre, la réunion, la communion. Ma méthode sera quelque peu hétérodoxe car les questions de classe ne se lisent pas directement dans les vers, mais plutôt dans le paratexte et dans la réception des recueils. Il n'est jamais directement question de classe sociale, voire des classes populaires dans ce recueil.
La génération de Baugé se caractérise par une méfiance par rapport au nationalisme culturel, par rapport à l'instrumentalisation de l'image du paysan. Son premier recueil, le premier recueil de Baugé, Climat en marche, résiste ainsi à la tentation de marier la poésie à la dénonciation, d'une manière qui transforme les classes populaires en objets et non en sujets. Climat en marche présentait malgré tout sur sa couverture, et je vous en donne l'image, présentait malgré tout sur sa couverture un dessin où figuraient des paysans qui montaient une montagne, paquets à la main et enfants en liesse. Éléments qui, ensemble, évoquent un départ, un certain exil, mais celui des paysans. Cette image est importante car dans ce recueil et encore plus dans À vol d'ombre, que vous avez ici, où, comme vous voyez, il n'y a plus du tout d'images, plus du tout de références. Dans les deux recueils, dans les textes eux-mêmes, il faut à la lectrice et au lecteur un effort supplémentaire afin de décoder la dimension politique et le rapport aux mouvements sociaux populaires. Je propose donc de passer du texte au paratexte et à la réception pour aller vers les vers eux-mêmes d'À vol d'ombre et étudier les commentaires de la critique afin de révéler la dimension politique de l'œuvre. Donc, un peu sur la personne de Jacqueline Baugé. Née dans la ville excentrée de Jérémie en 1932, alors que l'occupation américaine tirait à sa fin, Jacqueline Baugé se retrouve à Port-au-Prince au début des années 1960. Elle fera d'abord partie du groupe de poètes Haïti littéraire, dont les membres principaux étaient Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, René Philoctète et Davertige. Le groupe comprenait d'autres écrivains, dont deux femmes, Baugé et une autre femme qui s'appelle Janine Tavernier-Louis. Baugé publie donc Climat en marche en 1962 avec Haïti littéraire, mais elle se tournera éventuellement vers un autre collectif de poètes, Ouguénicon. Et sur la couverture du livre, vous avez collection Haïti littéraire et collection Ouguénicon. Donc elle se tournera vers 66 quand elle publie son deuxième recueil vers Ouguénicon. De manière générale, mon travail dans ma thèse et dans une certaine mesure dans cette présentation, c'est de faire aussi l'histoire de ces mouvements littéraires dont on connaît encore assez peu de choses, surtout au Ouguénicon. Il y a quand même Haïti littéraire jouit d'une certaine notoriété, mais Ouguénicon est très peu connu. Donc, en plus d'être poète, Jacqueline Baugé était à l'époque en Haïti une enseignante au lycée Pétion, puis au collège Roger Anglade, jusqu'en 1975, l'année où elle quitte finalement Haïti pour le Canada et s'installe dans la région d'Ottawa, où elle vit encore, elle est maintenant à la retraite. Donc, entre 1962 et 1966, date des publications des deux premiers recueils de Baugé, la première vague des exils causés par le régime de François Duvalier se met en branle, entre autres vers Montréal. Or, ce qui m'intéressera dans mon analyse d'À vol d'ombre, ce sont les traces de l'exil intérieur des groupes les plus marginalisés en Haïti. Franck Étienne faisait partie des écrivains qui demeuraient toujours en Haïti à l'époque, et il y demeure encore aujourd'hui. Au début des années 1960, il gravitait également autour d'Haïti littéraire. Il décrit cette période et les décennies qui allaient la suivre comme représentant un exil intérieur, c'est-à-dire un isolement et une exclusion à l'intérieur de son propre pays. L'exil intérieur, dans cette œuvre de Baugé, peut en outre décrire la marginalisation économique et politique des travailleurs haïtiens et haïtiennes. Baugé explore la représentation de l'espace haïtien et de l'isolement au sein de cet espace tout au long de ce recueil. Je vais donc commencer mon analyse avec le texte lui-même, avec un extrait du texte. Le passage suivant s'attaque aux obstacles qui entravent à travers l'espace toute forme de communion. Des épaules de mer, des collines de mer, des épaules d'arbres, des rivières de regard, limitent la rencontre inaltérable de nos doigts. Ce passage est l'un des plus romantiques, les plus soft, je dirais, du recueil. Il superpose d'une part des images terrestres et maritimes, les collines et la mer,
l'arbre et la rivière, et d'autre part le corps et la nature, l'épaule et l'arbre, la rivière et le regard, sont d'abord et avant tout représentés de manière générale dans À vol d'ombre des lieux de passage, des lieux qui relient les espaces séparés les uns aux autres. Donc il y a à travers le recueil des ponts, des ports, des portes, des seuils, des routes, des chemins, des rives et un détroit. Ce lexique vise à exprimer l'isolement, l'impossibilité d'abolir la distance créée par l'exil, par l'emprisonnement ou par d'autres formes de séparation. Les images dans ce passage en particulier illustrent dans un premier temps l'impossibilité de la rencontre située dans le domaine de l'altérité et de l'imaginaire, du surréel. En même temps, ces images sont loin d'être incongrues. On peut très bien concevoir en tant que métaphore ou comparaison une rivière de regard, des collines de mer ou même des épaules d'arbres. Ce sont des images très évocatrices sur un plan référentiel. La tension est ainsi posée, avant même le dernier vers, entre l'inaltérable d'une part et l'inexorabilité du changement de l'autre. Ce paradoxe entre impossibilité et inévitabilité est en fait reflété dans les relations spatiales en Haïti. Pour revenir à Trouillot dans les racines historiques de l'État du valyrien, il explique que, je cite, « Si la structure économique et l'organisation de la société politique impliquaient l'isolement de la paysannerie, le fait même que cette paysannerie contribua à renflouer la foule croissante des parasites urbains brisait cet isolement à un autre niveau. » Il parle plus loin de la présence permanente d'une paysannerie autrement tenue à l'écart. En d'autres mots, la présence des paysans dans les villes, effectuant du travail domestique par exemple, implique nécessairement une promiscuité paradoxale entre les classes sociales. Pour terminer, dans le poème de Baugé, le champ lexical laisse paraître subtilement la question de la classe. Si les travailleurs haïtiens sont parfois appelés moun andéa, ils sont aussi désignés par l'expression moun mon, les gens de la montagne ou des collines. Enfin, tout en étant une partie sensuelle du corps, une partie qui relie le torse et le bras, l'épaule est une partie de l'anatomie humaine associée au travail, comme en témoignent des expressions idiomatiques telles que donner un coup d'épaule, mettre l'épaule à la roue et prêter l'épaule. La réception du texte de Baugé, sur laquelle je me base dans mon analyse, comprend des textes de la critique publiés peu de temps après la publication du recueil. Ces textes polémiques proposent non seulement une lecture des thèmes et des images d'À vol d'ombre, mais plus largement de l'esthétique d'Ouguénigon. Raymond Philoctète, écrivain, chroniqueur et critique littéraire haïtien, publiait dans le quotidien Le Nouvelliste du 23 décembre 1966 un texte intitulé « 3 poèmes d'Ouguénigon ». Il y livre son appréciation du recueil de Baugé. Je cite. « Assurément, son deuxième ouvrage, À vol d'ombre, marque un recul. Ce n'est plus la Jacqueline sensible qui nous communiquait son émotion dans Stylet ou dans Vœux de la nuit. À vol d'ombre libère un accent mâle qui messied au tempérament de l'auteur. » D'un côté, Philoctète, Raymond Philoctète, à ne pas confondre avec René, reproche à Baugé de ne pas être aussi sensible et ouverte que dans son recueil précédent. De l'autre côté, il associe À vol d'ombre à la libération d'un accent mâle. Le contraste avec la supposée sensibilité et l'émotion de Climat en marche révèle chez le critique une vision de l'écriture poétique des femmes axée non seulement sur l'expressivité, mais sur le cantonnement de l'expression de la parole féminine à l'intérieur d'un supposé tempérament féminin. Visiblement, Baugé transgresse dans À vol d'ombre les frontières du discours poétique et des conventions de l'écriture poétique féminine. L'écart de Baugé d'avec son tempérament féminin marque son entrée en tant que femme et en tant que poète dans la sphère discursive de la politique. Raymond Philoctète, poursuivant sa critique, ajoute, et je cite, « À noter aussi un hermétisme, probablement voulu,
car il se peut bien que Jacqueline ait la pudeur de ses sentiments. Au demeurant, elle a la pudeur de ses sentiments. Au demeurant, le mot absurde, employé à bout de champ chez nous, en Haïti, depuis qu'on s'entiche de Camus ou de Kafka, n'est pas absent dans le recueil de Jacqueline Baugé. Tout porte à croire que le groupe Ouguénikon cultive la philosophie de l'absurde. On retrouve effectivement dans le recueil de Baugé, je cite, un vœu absurde, ou encore il est question à 2 reprises des feux d'artifice de l'absurde. Pour Philoctète, l'hermétisme, la grammaticalité et l'absurde représentent un refus de livrer des sentiments. Or, la dimension absurde et obscure de la poésie de Baugé possède une fonction précise, celle d'exprimer la violence de l'isolement. Je cite une longue citation, et je vais me concentrer sur la deuxième partie. « Et mon verre, avare de boire à ton verre, ma citadelle, déchue d'avoir à coups de pierre convergé sa défense. Tout ce qui m'attend, le visage élargi d'humilité, se joue de l'effet des scènes de la vie, reprises à temps égal pour l'endoiement multiple des fresques de ta vie. Tout ce qui m'attend, chair broyée, route illuminée, fleuve pacifié, les plaines dénudées de mon front géométrique l'ont vu s'enflammer d'équilibre. » Dans la deuxième strophe, le feu et la chair broyée jurent avec la liberté qu'évoquent les grands espaces, les routes, les fleuves, les plaines. La route et le fleuve sont encore une fois des lieux dont la fonction est de relier, comme je le disais plus tôt, 2 espaces, de rendre possible, voire inéluctable, la rencontre. De plus, on peut lire la présence des classes populaires dans ces plaines dénudées. L'isolement est rattaché à la destruction. Les routes, les fleuves et les plaines demeurent impuissants devant le feu. L'avenir incertain, celui de la communion, se confronte aux flammes et l'impossibilité de la rencontre prend ainsi une tournure cauchemardesque. Les flammes qui parcourent le recueil expriment la désolation consumée de l'absence, mais aussi une ferveur révolutionnaire. Le début de la révolution haïtienne, en 1791, est marqué par les flammes, par la destruction des plantations par le feu. L'expression de la violence révolutionnaire, de la violence face à l'impossibilité de la communion, peut donc être interprétée comme un refus, voire une réponse violente face à l'exil intérieur. Dans une réponse à Raymond Philoctète, publiée dans le Nouvelliste le 4 janvier 1967, et intitulée « Autour d'une appréciation de Raymond Philoctète », Paul Jamin, un poète associé au groupe Ouguénikon, soulignait que l'hermétisme servait à, je cite, « exprimer le caractère d'une œuvre qui ne veut être en aucune façon la pâture des profanes ». Je ne peux m'empêcher de signaler que l'expression pâture des profanes renvoie indirectement à l'élevage, au labeur des agriculteurs. Cela dit, en d'autres mots, ce qu'il signale, c'est que les écrivains d'Ouguénikon, dont Jacqueline Baugé, refusaient de se plier aux attentes du public haïtien, public évidemment bourgeois et petit bourgeois. Ils refusaient de reproduire des modèles soit de sentimentalité en guillemets pure, ou des représentations paternalistes des Haïtiens les plus démunis. Plus encore qu'une position anti-bourgeoise, qui ne serait finalement qu'une autre forme de distinction, pour employer le terme de Bourdieu, c'est-à-dire une autre manière de créer une élite à l'intérieur d'une élite, l'hermétisme des poètes d'Ouguénikon se traduit dans leur poésie par une dénonciation de l'isolement. Dans une revue haïtiano-montréalaise, Nouvelle Optique, en 1971, l'éditeur Érard Jadot décrivait cet isolement comme, je cite, un système économique et social oppressif qui n'a jamais laissé de place à la réunion continue des expressions. Une dernière appréciation, en guillemets, pour emprunter le terme de Jamin, une dernière appréciation de cette génération, cette fois de Serge Gilbert, permet de soutenir cette thèse davantage. Dans son article du 6 avril 1967, publié encore une fois dans le Nouvelliste, et intitulé « Morphologie du poème de la collection Ouguénikon », Gilbert défend l'esthétique de l'absurde des poètes du groupe, citant entre autres Jacqueline Baugé.
lui-même membre du groupe, et alors étudiant en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Gilbert opposait la logique des recueils publiés par ce groupe à la logique capitaliste. De plus, il associait cette écriture à l'exil. Peut-être leur opposera-t-on les théories économistes les plus verbeuses et les plus fumeuses pour leur montrer que le monde n'est pas ce sens absurde que chantent leurs poèmes, cette inquiétude née de l'exil des espaces blancs, que la terre blanche de l'exil ne coïncide pas avec les poussées foudroyantes de la civilisation technologique, que l'homme n'est pas une petite frontière inutile, une fuite dans un soleil aride et inhumain. Sans doute Serge Gilbert était-il lui-même aux prises avec l'angoisse de la migration, lui-même ayant dû quitter sa terre natale pour se retrouver à Montréal. Mais la citation « Terre blanche de l'exil » provient du recueil du poète français Robert Kowalowski, que je connais malheureusement pas très bien, Les Hautes Aires, publié en 1966 également. L'hiver, il vient symboliser l'aliénation, mais aussi le déclin, une déchéance civilisationnelle comme celle dont parlait Gilbert. Les théories économiques et les poussées de la civilisation technologique signalent la transgression d'une frontière qui marque l'impossibilité de l'union. Baugé parlera de l'impossibilité, je cite, de joindre les pôles des courses pour l'unité. Il se peut que l'unité en question est celle, comme je le propose, des classes sociales. Pour conclure, la poésie de Jacqueline Baugé et des autres écrivains d'Ouguénikon exprime une relation complexe à l'espace, relation qui recoupe l'expérience de l'isolement face à un être aimé, emprisonné ou exilé, donc l'envers de la migration dans ce cas-là, et plus largement l'exil intérieur qui sous-tend la société haïtienne depuis l'époque coloniale et qui, sous Duvalier, grâce à l'impérialisme américain, limite la rencontre inaltérable de nos doigts, les doigts des agriculteurs, des domestiques, des usiniers, des Moun Andéa. Merci.